Les Tamagotchi. Aujourd'hui était un jour spécial pour Helga. Elle venait d'avoir 15 ans, et en tant que Drasilienne, elle allait lors de la cérémonie du Tamago se lier pour la vie à un Tama. Je suis nerveuse, papa. Dit-elle alors qu'ils s'installaient tous les deux à l'arrière du véhicule autonome. J'aurais bien aimé que maman soit là aussi. Tu sais bien qu'elle ne peut pas. Elle travaille à l'éclosion des Tamas et sa présence à la cérémonie pourrait être mal perçue. Mais c'est ma mère. S'insurgea Helga tandis que son père demandait à l'ordinateur de bord de les conduire à la pouponnière. Oui, mais elle pourrait influencer ton choix. Non, jamais elle ferait ça. Nous, on le sait. Mais si tu venais à t'élever socialement grâce à ton Tama, ce que je te souhaite, ma chérie, si tu te lis à un Tama compétent et que tu arrives à l'influencer correctement, sa réussite sociale et professionnelle dans son monde, déterminant ta propre ascension sociale ici, pourrait être désavouée si ta mère était présente à la cérémonie. On pourrait lui reprocher de t'avoir influencé vers un bon Tama, et cela remettrait ton ascension en cause. Et si tu venais à être désavoué, les juges pourraient ordonner de briser le lien. Tu deviendrais alors une sans-Tama et rejoindrais les associables qui errent dans les taudis. Ne prenons pas de risques. Helga se résigna à contre-cœur et se renferma. Il y avait de cela un peu plus de 4000 ans. Des scientifiques avaient créé tout à fait par hasard une nouvelle particule. Ils l'avaient enfermée dans un alliage cristallisant et l'avaient étudiée. Cette particule unique, car ils n'arrivèrent jamais à la recréer, pouvait créer un pont vers une autre dimension, vers une autre planète, située dans un autre univers. Ils avaient découvert cela alors que la particule cristallisée, plongée dans une substance aqueuse et soumise à un rayonnement laser, avait fait apparaître dans la substance des petites sphères d'énergie. Ils en avaient prélevé une, et l'avaient aussi cristallisée pour mieux l'étudier. Ils se rendirent compte que ces petites sphères d'énergie étaient en fait l'énergie psychique d'êtres vivants. Des êtres d'une autre dimension et avec lesquels ils pouvaient interagir sans que ceux-ci en aient conscience. Ces énergies furent appelées Tama, nom qu'ils utilisèrent aussi pour désigner ces êtres vivants. Ces Tama vivaient sur une planète qu'ils nommaient la Terre, et il était possible d'interagir avec ces êtres par le biais des émotions, des sensations, de l'intuition. Quelques rares Drasiliens ou Drasiliennes pouvaient même se faire entendre parfois de leur Tama lorsque celui-ci dormait, par le biais des rêves. Plus rares étaient ceux qui pouvaient directement leur parler alors que leur Tama était conscient. On appelait ces Drasiliens, ou Drasiliennes, des catégories 3. Mais cela faisait très longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Les Drasiliens, équipés d'un bracelet conducteur sur lesquels était serti un Tama, pouvaient voir ce qu'il faisait à travers ses yeux, ou bien comme s'il flottait au-dessus de lui. La société drasilienne s'était organisée autour des Tamas, et désormais l'ascension sociale de chacun et chacune était déterminée par la réussite du Tama auquel ils étaient liés pour la vie. Ce lien se faisait lors de la cérémonie du Tamago, lors de leurs 15 ans. Helga sursauta quand son père lui toucha la main. « Nous arrivons, ma chérie. Sa vie allait se jouer aujourd'hui. Tout allait dépendre de son choix, un simple choix, fait sans qu'aucune compétence, aucun savoir, aucun talent soit nécessaire. Juste la chance et le hasard. » Le véhicule les arrêta devant la pouponnière. C'était un immense bâtiment en forme de pomme. En son centre, la particule Tamago continuait inlassablement de faire apparaître l'énergie des Tamas qui naissaient sur Terre. L'un de ces Tamas, né le même jour qu'elle il y a 15 ans, cristallisé et serti sur un bracelet, allait bientôt devenir toute sa vie la source de son bonheur ou de son malheur. Mathéo, Mathéo, vous rêvassez encore. Le jeune homme, qui regardait par la fenêtre de la salle de SVT, tourna la tête vers la voix qui l'interpellait ainsi. « Mathéo, vous êtes avec nous ?» demanda un brin ironique la professeure. Oui, madame. Pardon, je réfléchissais. Vous réfléchissiez. Au cours, je présume, Bien sûr, madame. mentit-il.
Vous allez donc pouvoir nous expliquer l'impact de l'activité physique sur le corps humain? Évidemment, dans chaque classe, il y a toujours quelques trublions. Un garçon au visage plein d'acné et au sourire métallique lança fier de lui. Il réfléchissait à l'action de son corps sur celui de Clara, madame. C'est son anniversaire, il aimerait bien un petit cadeau spécial aujourd'hui. Rire étouffé dans la classe. Et Mathéo qui marmonna un Connard. du coin des lèvres. Merci, Étienne, pour cette information des plus passionnantes. Puisque vous êtes si bavard, venez donc au tableau. Nouveau rire dans la classe. Mathéo était un bon élève dans l'ensemble. Ses parents n'avaient pas à se plaindre de ses notes, et les enseignants avaient une bonne estime de lui. Il avait deux véritables amis, Clara et Quentin, qui étaient dans sa classe tous les deux, et qu'il connaissait depuis la primaire. À la fin des cours, Quentin le bouscula gentiment de l'épaule. Eh, mais t'étais ailleurs en cours. Étienne, t'as pas loupé. C'est un gros con. Grommela Mathéo. N'empêche que tu étais dans la lune. Renchérit Clara en se plaçant entre les deux garçons. Ouais, je sais pas. J'ai eu une drôle de sensation. J'ai eu froid d'un seul coup, et puis j'ai été pris d'un sentiment de... Je sais pas comment dire. Tu sais, quand tu dois faire un truc et que t'as pas le choix et tu dois le faire. De la résignation? Essaya Clara. Ouais, c'est ça. J'ai été pris d'un sentiment de résignation avec une forme de peur. Comme si c'était toute ma vie qui était en jeu. Puis après, ça s'est transformé. J'ai eu l'impression qu'une chaleur bienveillante m'enveloppait et... Vous allez me prendre pour un taré? T'en fais pas, t'en es déjà un, on le sait, t'inquiète. Se moqua gentiment Quentin. J'ai entendu une voix qui disait « On va y arriver ». On va y arriver? Questionnèrent en chœur ses deux amis. Ouais, on va y arriver. Je sais pas, je crois que ça me réussit pas d'avoir 15 ans. Tu vieillis, mec, fais gaffe, la sénilité te guette, mon ref. Ils continuèrent à discuter tout en marchant. La discussion bifurqua sur la petite fête que Mathéo voulait faire et sur ce que chacun allait amener comme boisson et gâteau. Puis, arrivés au bout de la rue, ils se dirent au revoir et chacun prit le chemin de sa maison. Une semaine plus tard, Mathéo allait passer à 2 doigts de la mort. Helga entra dans la pouponnière. Le bâtiment était encore plus impressionnant de l'intérieur. Le plafond s'élevait à presque 100 mètres. Le hall où des milliers de jeunes Brasiliens et Brasiliennes attendaient le début de la cérémonie dans un relatif silence, s'avançait sur un quart du bâtiment. Il y avait des petites fontaines, des plantes, des arbres, des hologrammes qui montraient l'histoire de la pouponnière. Au-delà du hall, il y avait un grand mur transparent, derrière lequel il pouvait voir des ascenseurs qui montaient et descendaient, desservant les multiples étages. Le père d'Helga la poussa du coude et lui indiqua une passerelle au 3e étage. Elle leva les yeux et vit sa mère qui lui adressa un signe de la main, puis lui envoya un baiser. Helga sourit et lui rendit le baiser de loin. Les chuchotements se turent. Elle quitta sa mère des yeux et vit entrer dans le hall les responsables de la cérémonie, caractérisés par leur tenue. Ils étaient au nombre de 3, accompagnés par 4 androïdes. Ils s'étaient placés sur un cercle marqué au sol, qui s'éleva de quelques mètres, pour être mieux vu de tous. L'un des 3, un homme, prit la parole. « Je vais demander aux parents de bien vouloir laisser leurs enfants. Vous savez comment se passe la cérémonie. Désormais, le choix qu'ils vont faire n'appartient qu'à eux. » Le père d'Helga l'embrassa sur le front et sortit de la pouponnière avec les autres parents. Helga leva les yeux vers le 3e étage, mais sa mère n'y était plus. Alors elle observa celles et ceux qui l'entouraient. La tension était palpable sur leur visage. Une nouvelle voix féminine cette fois s'éleva. « Nous allons vous demander de ne plus bouger. Nous devons nous assurer de votre identité et de votre âge. » Quand elle eut dit cela, les 4 androïdes s'envolèrent et survolèrent la foule anxieuse. « N'ayez aucune inquiétude. Ils ne font que vous scanner. » Les androïdes volants revinrent à la plateforme, et le 3e responsable indiqua que tout était en règle. Le premier à avoir parlé reprit la parole. « Bien. Vous avez toutes et tous 15 ans aujourd'hui, et cela veut dire que vous êtes maintenant aptes à prendre des décisions pour vous-même. Dans quelques instants,
vous allez vous retrouver en état d'apesanteur, ici là même. Flottera autour de vous les tamas qui, il y a 15 ans, ont été prélevés, cristallisés et sertis sur des bracelets. Que la voie du tamas s'ouvre à vous. La lumière dans le hall s'atténua. Les baies vitrées devinrent noires, et soudain la gravité disparut. Helga se mit à flotter, comme les milliers d'autres jeunes présents dans le hall. Seuls les responsables de la cérémonie sur leur plateforme n'étaient pas impactés. Elle s'éleva et se mit à faire des mouvements de bras pour se déplacer. C'était incroyable. Pendant un bref instant, elle en oublia le pourquoi de tout cela. Certains criaient, pleuraient, riaient. Elle vit une fille passer devant elle en faisant de grands moulinets avec ses bras, sans arriver à se stabiliser, rebondir sur la paroi du mur, percuter un garçon, tournoyer, et finir par s'accrocher à la branche d'un des arbres du hall, puis enfin comprendre comment se mouvoir, mais resta toutefois à proximité de son arbre. Maintenant que vous vous êtes familiarisé avec l'apesanteur, place au tamas. Du sol, des centaines de trappes s'ouvrirent et lâchèrent des milliers de bracelets qui se mirent à flotter tout autour d'eux. Les sphères d'énergie, les tamas, brillaient comme autant d'étoiles dans une galaxie. C'était un spectacle d'une incroyable poésie, d'une beauté à couper le souffle. Il y avait des tamas bleus, jaunes, verts, certains se parant de multiples couleurs aléatoirement. Les couleurs n'avaient aucune signification particulière. C'était juste magnifique. Comme dans une danse nuptiale, les tamas, corps inertes pourtant, tournoyaient autour d'autres tamas, autour des garçons et des filles, rebondissaient sur le sol, les murs. Quelques-uns s'accrochaient aux branches des arbres. La fille qui était restée à proximité de son arbre tendit la main vers le bracelet bloqué par une branche, l'attrapa et automatiquement se posa au sol. L'union à son tamas annulait la pesanteur en douceur. Elle fut la première, et comme si elle avait ainsi donné le signal, on vit de nombreux garçons et filles redescendre au sol avec leurs tamas. La lumière de leurs bracelets redescendant ainsi était comme une pluie d'étoiles. Helga hésitait encore, et elle n'était pas la seule. Ils avaient tous conscience, même si certains avaient déjà fait leur choix, que leur destin se jouait ici. Elle ferma les yeux, se laissa dériver, chercha à ressentir l'âme des tamas qui pulsait dans chaque cristal. Elle flottait dans le vide, s'élevait vers les étoiles, s'enfonçait dans les abysses. Elle était le vent, l'eau, un photon de lumière traversant le vide stellaire. Elle se laissa aller, puis ouvrit les yeux et attrapa le tamas devant elle. Elle le regarda, consciente soudain qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière. Elle venait de faire son choix. Un frisson la parcourut. Elle avait peur, peur d'avoir mal choisi, mais elle n'y pouvait rien changer désormais. Elle mit le bracelet à son poignet, et alors lentement son corps se mit à redescendre. Elle rejoignit toutes celles et ceux qui avaient fait leur choix. Elle les voyait caresser leurs bracelets, parler à leur tamas, et se rappela ce qu'elle avait appris. Elle devait maintenant faire attention à ses émotions, car elle pouvait les véhiculer à son tamas. Elle toucha son cristal, prit une profonde inspiration et se sentit confiante. Elle visualisa le visage de sa mère, de son père, s'entoura d'ondes positives. On va y arriver. Dit-elle. On va y arriver. Quoi? Entendit-elle alors dans sa tête. Après quelques secondes d'incrédulité, elle demanda à voix basse. Mais tu peux m'entendre? J'entends des voix dans ma tête. C'est quoi ce délire? Dit son tamas. Helga redressa la tête, vérifia que personne ne s'était rendu compte de ce qui venait de lui arriver, et se concentra pour couper le lien entre son tamas et elle, comme ils l'avaient tous appris en cours de tamatologie l'année précédant la cérémonie. Les interactions avec les tamas se faisaient en règle générale par le biais des émotions, parfois par les rêves. Mais il était rare, extrêmement rare, que l'on puisse directement parler avec son tamas. Helga en avait conscience, et cela lui fit peur. Nous avons une catégorie 3. Qui est-ce? Helga Sankiyou.
Elle ne fait pas partie de notre sphère sociale. Sa mère travaille à l'éclosion. Elle pourrait peut-être... Non. Et son père? Non, un simple Drasilien. Ils n'ont pas de descendance notable. Oh non. Alors, éliminez son tamas. Et pour la fille, Elga? Nous aviserons. Matteo avait gardé pour lui cette voix qu'il avait entendue dans sa tête. Cela avait été comme dans un rêve éveillé. Mais à bien y réfléchir, c'était comme s'il avait entendu quelqu'un penser. Si je continue, je vais finir taré ou mystique. J'étais dans la lune, voilà tout. J'ai probablement dû m'assoupir quelques secondes et j'ai rêvé. Les jours suivants, la vigie dans son cerveau était aux aguets. Plusieurs fois il crut entendre la voix. Mais ce n'était qu'une fille dans un couloir ou à l'étage supérieur. En fin de compte, la semaine passa, le week-end aussi, et Matteo en vint à se dire que finalement il avait bel et bien rêvé cette voix. Helga l'avait observé tout ce temps. Elle avait sondé ses émotions, ressenti l'attente en lui. Mais elle avait préféré rester en retrait. S'ils pouvaient se parler tous les deux, s'entendre, que devait-elle lui dire? Lui révéler la vérité sur leur deux mondes, leur connexion? Comment réagirait-il? Comment réagirait-elle elle-même si elle apprenait que des êtres d'une autre dimension les observaient, tels des poissons dans un aquarium, et qu'ils jouaient avec eux, influaient leur choix de vie et parfois les menaient à leur perte? Une perte égale dans les deux mondes finalement, mais de quel droit en fin de compte? Non, ce n'était pas une bonne idée de lui dire la vérité. Et donc, elle ne fit que l'observer. Mais plus les jours passaient, et plus la brûlante envie de lui parler se faisait forte et insistante. Et puis, il y avait autre chose. Matteo était presque aussi grand qu'un Drasilien, plutôt beau pour un tamas, et elle le trouvait intéressant, quand ses pensées ne tournaient pas autour des jeux vidéo ou des filles. Clara, en l'occurrence. Elle la trouvait un peu trop proche de Matteo. Elle se fichait bien qu'ils soient amis depuis l'enfance. Matteo était son tamas. Elle savait qui il était vraiment. Elle avait accès à son intimité mentale, et physique aussi. Même si, pour cette dernière chose, elle détournait le regard ou coupait directement le lien. Il lui était toutefois arrivé de laisser ses yeux s'attarder sur son corps nu. Leur professeur en thamatologie les avait pourtant prévenus. Il est fréquent de voir les jeunes personnes s'amouracher de leur tamas. Elles ont accès aux pensées les plus intimes. Elles voient la nudité de leur tamas et étant physiquement très proches de nous, cela les perturbe. Certains Drasiliens et Drasiliennes finissent par se perdre dans cet amour unilatéral impossible. N'oubliez pas que vous pouvez les voir et les entendre, mais pas eux. Ils n'ont pas conscience de vous. Ils ne sont que les objets de notre ascension sociale. Ils ne servent qu'à cela. Ils n'ont pas d'autre but. Ne vous laissez jamais envahir par un quelconque sentiment à leur égard. Ce ne sont que des outils. Nous n'avons jamais vu quelqu'un tomber amoureux d'un marteau. Elle se rappelait ne pas avoir ri à cette blague. Et puis, un marteau n'avait pas autant de charme. Une semaine s'était écoulée, et Helga avait passé la majorité de ses journées et nuits à observer son tamas. Comme bon nombre de Drasiliens et Drasiliennes, elle n'avait pas vu le temps passer, obnubilée par cette nouvelle activité chronophage. Comme tous les jours, elle venait flotter en pensée au-dessus de Matteo qui sortait du collège en compagnie de Clara et Quentin. Tous les trois parlaient du cours de maths et de leur professeur, ainsi que du contrôle surprise du jour. Quentin râlait, mais il râlait toujours. Clara ne s'en était pas trop mal sortie a priori. Quant à Matteo, il était sûr d'avoir au moins 15/20. C'était une particularité de sa personnalité. Il avait tendance à être sûr de lui. En même temps, il y avait de quoi. Il n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts pour réussir. Il écoutait en cours, juste ce qu'il fallait pour comprendre et retenir les leçons. Il travaillait un peu chez lui, et c'était suffisant. Il faisait partie de ces gens qui réussissent pratiquement tout ce qu'ils entreprennent. Ce n'était pas un surdoué,
juste un garçon avec des facilités. Certaines personnes envieuses se disent, pour se rassurer, que tôt ou tard ce genre de mec ou de nana, à force de réussir sans avoir connu l'échec, finirait bien un jour par se planter, se vautrer, tomber, et parfois à tomber de haut, de très haut, sans avoir jamais appris à chuter. Il est difficile de se relever. Vrai ou pas, Matteo réussissait, et cela le faisait rayonner. Tout comme l'argent appelle l'argent, la réussite appelle la confiance en soi, et inversement. Helga était sous le charme de Matteo. Et elle sentait bien que Clara était susceptible d'y succomber aussi. Ou peut-être l'était-elle déjà. Quoi qu'il en soit, Helga savait qu'il fallait qu'elle s'éloigne lorsque Clara était avec Matteo, au risque de laisser filtrer ses propres sentiments à travers son tamas. Donc, tandis qu'ils sortaient tous les trois du collège, elle prit de la hauteur. C'est de là qu'elle vit la voiture. Une voiture noire, aux vitres teintées qui roulait au pas. Quentin s'était arrêté avant de traverser la route pour refaire son lacet. Matteo et Clara ne l'attendirent pas et s'engagèrent sur la voie. Helga vit la voiture accélérer. Elle fonça vers Matteo et cria « La voiture noire, attention !» Matteo se figea en entendant la voix dans sa tête. Du coin de l'œil, il vit la voiture foncer vers eux, et en une fraction de seconde, il agrippa Clara et se jeta tous les deux en arrière. La voiture les frôla et continua sa course sur 100 mètres, puis dérapa et s'enfuit dans la rue de gauche. Quentin les vit tomber en arrière au bord du trottoir, se releva, coura vers eux, marcha sur son lacet, manqua de tomber, et réussit tout de même à les atteindre. Il s'agenouilla pour les aider à se relever. Helga, voyant que Matteo avait eu le bon réflexe et qu'il n'avait rien, s'était dirigée vers la voiture qui tournait à l'angle gauche de la rue. À cet angle-là, un homme regardait la scène avec une attitude particulière. Quand la voiture dérapa dans la rue de gauche, il s'y engagea à son tour. Et Helga perçut au poignet de l'homme une lueur verte qui attira son regard et la laissa stupéfaite. L'homme portait un bracelet Tama. Cela la chamboula au point que quand elle revint vers Matteo, celui-ci entourant de ses bras une Clara toute chamboulée, une pulsion de jalousie s'empara d'Helga. Et avant qu'elle n'ait pu se contrôler, le sentiment se propagea à Matteo qui s'écarta de Clara avec beaucoup trop de vigueur. La jeune fille en fut surprise, tout comme Matteo qui ne s'expliquait pas son geste. Et Quentin en profita pour passer un bras consolant autour des épaules de la jeune fille, qui s'y blottit. Quentin s'était proposé pour accompagner Clara, et Matteo était rentré seul. Il n'arrêtait pas de repenser à sa réaction avec Clara. Il pensait à ça et à la voix. La voiture noire, attention ! Il ne l'avait pas rêvé. Elle lui avait sauvé la vie. Quand il était petit, il se rappelait que sa grand-mère lui disait qu'on avait tous une bonne étoile, et qu'on pouvait lui parler, lui dire nos secrets, et que parfois elle pouvait nous aider si on était suffisamment sage. En grandissant, la bonne étoile avait rejoint le Père Noël, le croque-mitaine, la petite souris, et les dieux d'aujourd'hui et d'hier. Mais alors, à qui appartenait cette voix ? Le soir, il ne dit rien de l'incident à ses parents. Il fit un peu de musculation dans sa chambre, prit une douche, puis après le repas, ferma la porte de sa chambre, se mit en pyjama et s'allongea sur son lit les doigts croisés sous la tête. Ses yeux fixaient le plafond. Dans son cerveau, c'était le branle-bas de combat. Il ne pouvait plus nier la réalité de ce qu'il avait entendu et de ce qui s'était passé. Il repensa encore à sa grand-mère qui lui disait qu'il pouvait parler à sa bonne étoile. Pourquoi pas après tout ? Il était seul, et, ici dans sa chambre, la porte fermée, personne ne le verrait. Il continua de fixer le plafond, puis tout bas il se mit à dire « Si tu es réel, alors merci. » Mais dire ça ainsi, c'était bizarre, presque dérangeant. La honte l'envahit. Mais il n'avait pas inventé cette voix. Elle s'était matérialisée dans sa tête et l'avait exhorté à se jeter en arrière. Ouais, soit tout cela est réel, soit je deviens fou. Helga ne dit rien. Elle flottait au-dessus de lui, et il la regardait sans la voir. Elle hésita, puis n'y tint plus. Tu n'es pas fou, Matteo. Lâcha-t-elle d'un seul coup.
comme l'air s'échappant d'une soupape sous trop de pression. Le sang du garçon se figea, puis son cœur s'emballa, et enfin il reprit son calme, et un sourire se dessina sur ses lèvres. J'ai donc pas rêvé? Tu existes vraiment? Oui. Répondit-elle plus timidement. Désormais, elle ne pouvait plus reculer. C'était fait. T'es un fantôme? Non, S'amusa-t-elle. je suis comme toi, faite de chair et d'os. Mais comment c'est possible? Alors Helga se mit à lui parler de tout, de son monde, du lien avec les Tamas. Helga trouvait un certain réconfort à pouvoir se livrer. Matteo avait toujours su inspirer confiance, être celui vers qui l'on se tourne pour se confier. Et cela faisait un bien fou à Helga. Elle se demandait d'ailleurs comment faisaient les autres habitants de Drasil avec leurs Tamas. Au bout d'une semaine seulement à observer Matteo et entendre ses pensées les plus intimes, elle n'en pouvait déjà plus de se taire. Et là était la différence. Les autres ne pouvaient pas parler à leurs Tamas. Elle, oui. Ils discutèrent jusqu'à très tard dans la nuit. Quand elle en vint au fait qu'il y ait une possibilité que des gens de son monde aient tenté de le tuer, Matteo l'arrêta. Attends. Donc, si je résume, tu vis dans une autre dimension, sur une planète qui s'appelle Drasil. Votre technologie vous a permis de vous affranchir du travail, mais d'un autre côté, vous avez découvert une particule qui crée un lien avec nous. Nous sommes des Tamas pour vous, et vous devez nous aider à réussir dans notre vie. Car plus votre Tama s'enrichit, plus vous pouvez monter dans la hiérarchie de votre monde. Tu peux influer sur mon comportement par les rêves, les émotions, ou en me parlant directement. C'est fou tout ça. Et là, tu me dis que puisque tu es capable de me parler, truc rare chez les tiens, il est possible que des gens veulent me tuer? Hé, j'ai rien demandé à personne, moi! Votre monde a complètement perdu la tête. Vous avez réussi à vous libérer des contraintes de la vie, et vous vous êtes créé un nouveau poids à mettre sur vos épaules. Les Tamas. C'est débile, non? Matteo n'avait pas tort. Comment sur Drasil leur société avait-elle pu tomber si bas? Puis il parla de nouveau, mais avec une pointe de colère dans la voix. C'est toi qui m'as fait m'écarter de Clara? Pourquoi tu m'as envoyé cette sensation? J'étais comme, je sais pas, comme Jalouse. Jalouse? Helga? Helga? Mais Helga venait de couper le lien. Elle alla se coucher mal dans sa peau et décida que le lendemain, elle en parlerait à ses parents. Kilok et Simia Sankiu écoutaient leur fille. Après qu'Helga leur ait tout raconté des événements de cette semaine, de la voiture noire, de l'homme avec un bracelet Tama et de sa discussion avec Matteo, ils la regardèrent en silence, s'interrogèrent d'un regard tous les deux, hochèrent la tête. Puis Kilok parla. « Tu aurais dû nous dire que tu étais une catégorie 3. Nous aurions pu te prévenir, te mettre en garde. Les sentiments tout d'abord. Tu l'as appris en tamatologie, mais y être confronté pour de vrai, c'est différent. Nous créons tous un lien intime avec notre Tama. Et il n'est pas rare au début, parce qu'on est jeune et encore un peu immature, de se laisser prendre par le jeu des sentiments avec notre Tama. Je sais que tu le sais. Mais je sais aussi que, parce que tu peux lui parler, votre lien va être beaucoup plus fort. Et que si tu ne prends pas garde, tu risques de tomber dans les affres d'un amour impossible. » Simia se leva, posa une main sur l'épaule de son époux, qui la regarda en hochant la tête. Puis elle alla déclencher le robot de cuisine et revint s'asseoir. « Maintenant, ma fille, nous devons te parler de quelque chose de plus sérieux. Ton Tama a failli se faire tuer, et tu crois avoir vu l'un des nôtres là-bas. Sur ce deuxième point, cela me paraît tout à fait improbable, mais oui, ton Tama est en danger, tout comme toi. » dit Simia. « Les hautes sphères, reprit son père, sont les Drasiliens et Drasiliennes dont les Tamas ont réussi, tu le sais. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette cérémonie Tamago, qui se veut être juste, n'est en fait qu'une supercherie. Les hautes sphères sont les descendants des anciennes puissances qui existaient avant les Tamas, avant l'ère robotique, avant la disparition des monnaies d'échange. Nos ancêtres ont vécu pendant un temps une véritable période d'équité, après la disparition des monnaies et l'entrée dans l'ère robotique. Mais les anciens dominants ont toujours fomenté pour retrouver le pouvoir qu'ils avaient perdu.
La découverte des tamas était leur clé. Petit à petit, insidieusement, ils ont imposé les tamas au monde, puis ont introduit une notion de classement des meilleurs tamas. Ce n'était qu'un jeu, mais nos ancêtres étaient devenus oisifs. Le progrès n'est pas toujours synonyme de mieux. Ils s'abrutissaient devant des écrans, devant des programmes faits par les anciens dominants pour les rendre plus stupides, plus malléables. Et cela perdure encore de nos jours. Ils ont installé en douceur la hiérarchie Tama que tu connais. Depuis lors, les hautes sphères choisissent qui pourra intégrer leur hiérarchie. Ils mentent et trichent. En douce, ils subtilisent les Tamas avec un haut potentiel et les font élever par des vrais robots nourrices. Le jour des 15 ans, leurs enfants participent à la cérémonie des Tamas, mais une fois rentrés chez eux, ils se débarrassent des bracelets et récupèrent ceux qui leur étaient destinés et qui ont été élevés en secret pour eux. Mais c'est injuste. S'indigna Helga. Oui, ma fille, c'est injuste. Acquiesça Simia. Et que crois-tu qu'il arriverait si une personne pouvait parler à son Tama? Une personne qui saurait toutes ces choses, une personne qui serait susceptible de menacer leur hégémonie. Il pourrait la faire devenir une haute sphère. Mais ma chérie, tu ne fais pas partie de leur monde. Alors ils ont essayé de supprimer ton Tama. Ils vont probablement réessayer. Ou alors s'en prendre à toi. Heureusement que tu nous en as parlé. Je n'ose même pas imaginer si tu avais disparu. Se mit à larmoyer Simia. Kilok se leva et l'entoura de ses bras. Mais comment vous savez tout ça? Demanda Helga. Ta mère et moi, nous faisons partie des Dimitis. Le groupe terroriste? S'exclama affolée Helga. Nous ne sommes pas des terroristes. Tout ce que l'on vient de te révéler est vrai, et nous tentons de briser le règne du Tamago. Nous voulons que Drasil retrouve sa liberté et rétablir l'équité. Depuis le début de l'ère du Tamago, des gens se sont opposés à ce système, pour diverses raisons. Certaines personnes s'opposaient à cette intrusion dans le monde des Tamas, d'autres à la nouvelle hiérarchie mise en place. Et ils s'unirent pour lutter contre le Tamago. Ils se sont fait appeler les Dimitis, et nous perpétuons leur lutte. Ce groupe est de plus en plus important, et nombre d'entre nous avons pris place à des endroits stratégiques de la société. Comme maman? Oui, comme ta mère, Je suis au plus près de la particule Tama. dit Simia. Elle est la source de tous nos maux. La détruire est notre priorité. Pourquoi vous l'avez pas déjà détruite? Parce qu'elle est protégée par tout un système de défense et qu'elle se trouve enfermée dans une capsule pratiquement inviolable. Mais vous avez un plan, c'est ça? Kilok et Simia se regardèrent. Arrêtez de faire ça! Se récria Helga. Faire quoi, ma chérie? Ça là! Vous regardez avec connivence, vous dire des trucs avec vos yeux. Je vois bien que vous me dites pas tout. Son père poussa un soupir, et sa mère prit une attitude désolée. Oui, nous avons un plan, dit alors son père. Mais nous n'avions jamais imaginé qu'il t'impliquerait. Ils lui expliquèrent alors que les Dimitis attendaient la venue d'un catégorie 3 dans leur rang depuis très longtemps. L'objectif était de tout révéler au Tama du catégorie 3, en l'occurrence le Tama d'Helga, pour que celui-ci, grâce au réseau Internet sur Terre, propage la vérité. Elle n'aurait que très peu de chances d'avoir un impact sur les Tamas eux-mêmes. Mais elle pourrait atteindre les habitants de Drasil par ce biais-là, et bien sûr, atteindre aussi les Tamas des hautes sphères, qui, sans aucun doute, réagiraient. Les réseaux sur Drasil étaient depuis fort longtemps hyper protégés. Les Dimitis n'essayaient même plus de passer par ce média. Leur voie de transmission la plus impactante était les Tamas. L'objectif était de créer la panique ici et là-bas. Comme la plus grande peur des hautes sphères était de perdre ce pouvoir qu'ils entretenaient depuis des siècles, ils seraient sur la défensive et réagiraient au quart de tour au moindre stimuli. Dans la seconde phase du plan, le catégorie 3 devait servir d'appât. Et c'est en cela que la mère d'Helga n'était plus vraiment d'accord. L'appât devait permettre d'attirer un grand nombre de droïdes de sécurité loin de la pouponnière, jumelé à cela des attaques des points de contrôle sur des endroits stratégiques. Les agents dans la pouponnière, dont Simia, passeraient à l'action, en mettant hors circuit les défenses autour de la particule. Dans le même temps,
la pouponnière serait attaquée par l'extérieur, donnant le temps nécessaire aux agents infiltrés de s'emparer de la particule et de s'enfuir. Après ce long exposé, la famille Senkiyu resta silencieuse. Le plan était prêt, mais ils n'avaient pas prévu que le catégorie 3 serait leur fille. Ils étaient indécis. La chance qui se présentait à eux mettait leur fille en danger. Mais ce n'était pas à eux de décider. Helga se leva de son siège, posa ses 2 mains sur la table en fixant tour à tour ses parents, puis dit « C'est moi qui décide. Je suis des vôtres. » Helga présenta le plan à Matteo. Quand elle lui parla des jeux et diffusions sur leurs écrans censés les abrutir, Matteo fit le parallèle avec les médias sur Terre, et étrangement cela entrait en résonance avec ce que leur prof de français leur faisait étudier en ce moment. Je crois qu'ils font ça aussi chez nous. Dit-il. Notre prof nous a parlé d'un philosophe, Gunther Anders, qui avait dit que pour étouffer toute révolte, il suffisait de réduire le niveau de l'éducation et de proposer au peuple des loisirs abrutissants et flattant seulement l'émotionnel et l'instinct, en délaissant l'intellect. Tu crois qu'ils ont organisé ça dans nos 2 mondes ? Pour garder leur privilège de nous contrôler ? Je crois, oui. J'en suis sûre même. Pourtant, il suffirait que les gens lèvent les yeux, qu'ils placent leur curseur ailleurs. Cette mascarade, cette brume dans laquelle ils nous étouffent depuis si longtemps, n'est pas une fatalité. Nous sommes tous des gens doués d'intelligence. On peut réagir, et on va les aider à le faire. Matteo avait tout noté. Il lui fallait faire maintenant une vidéo et diffuser le message sur tous les supports possibles. Quentin était un as de l'informatique. Il voulait intégrer plus tard les services de cybersécurité. Avec l'aide de certaines de ses connaissances, il pourrait aider Matteo à faire que son message soit viral. C'était primordial. Helga lui avait dit que tout dépendait de ce message et de l'impact qu'il aurait. S'il était suffisamment fort, les répercussions atteindraient les habitants de Drasil et la révolution pourrait avoir lieu. 1 semaine plus tard. Ça devient problématique. Les gens commencent à se poser des questions. Les Tamas se passionnent pour ce sujet. C'est une vague déferlante qui se répercute sur Drasil. Les Drasiliens le savent. Les Tamas ne sont pas censés connaître notre existence. Mais avec les informations qui circulent, ils commencent à s'interroger. Si on ne fait rien, c'est la révolte à coup sûr. Je vous ai toujours dit que les catégories 3 étaient un danger pour nous. C'est cette fille. Et elle n'a pas fait ça seule. Les Dimitis ? Oui. Et je me demande si ses parents ne sont pas impliqués. Sa mère, Simia Senkiyu, a de hautes habilitations dans la pouponnière. Je sais cela. Mais pour l'instant, il faut endiguer le phénomène. Oh, que faisons-nous ? Nous contrôlons les médias ici et là-bas. Il nous sera aisé de faire des démentis, de tourner cela en ridicule. Ce ne seront que des fake news. Et si cela ne suffit pas, il faudra attirer leur regard ailleurs. Une guerre, une pandémie, une apparition divine, que sais-je, nous savons faire. Mais il sous-estimait l'effet du message et ses répercussions sur les 2 mondes, ainsi que l'offensive que préparaient les Dimitis. La mère d'Helga décida d'agir le soir même. Elle se rendrait à la pouponnière pendant que les membres du Dimitis couperaient l'alimentation électrique de certaines parties de la ville. D'autres se tiendraient prêts à attaquer la pouponnière pour attirer les droïdes de sécurité au moment voulu et laisser le champ libre à Simia et à son groupe. Kilok avait emmené Helga dans l'un des repères des Dimitis. De là, il rédigea un communiqué qu'il se préparait à envoyer sur les réseaux drasiliens. Mais je croyais qu'il était impossible de pirater les réseaux. S'étonna Helga. C'est le cas, ma chérie. C'est un leurre. C'est le fromage sur le piège à souris. C'est moi le fromage ? Oui. Sais-tu que les bracelets Tama sont équipés d'un traceur géolocalisable ? Quoi ? Mais ils savent déjà où on est alors ? Oui, et c'est le but. Tu es ce qu'ils redoutaient le plus. Ils auraient pu s'emparer de toi. Ou pire, t'éliminer. Ils ont préféré à s'en prendre à ton Tama. Et ensuite, tu nous as tout dit.
Depuis, tu es surveillé en permanence par des membres du Dimitis. Les hautes sphères ne peuvent rien faire contre toi. Mais ils se doutent que tu es à l'origine des informations qui circulent chez les Tamas, et que tu n'as pas fait ça toute seule. Avec ce message que l'on va envoyer, ils vont passer à l'action. On se trouve dans une zone inhabitée. Ils savent qu'ils peuvent y venir et tous nous tuer sans éveiller le moindre soupçon. Mais on va les attendre là? Non. Tu mettras sur ton bracelet, quand je te le dirai, ce protège-poignet. Il permet de bloquer le signal de géolocalisation. Mais ils n'en sauront rien. Grâce à ça, dit-il en montrant une sorte d'émetteur radio. J'ai dupliqué le signal localisable de ton bracelet. Et cet appareil va les mettre en continu. Ainsi, quand ils arriveront ici, persuadés de te savoir là, nous serons déjà loin. Elle regarda son père avec des yeux émerveillés. C'était un super-héros, le plus fort de tous. C'était son père. Et elle en était fière. Tout se passa comme convenu. Quelques minutes après que le message ait été envoyé, une armada de droïdes de sécurité s'envola vers le signal du bracelet d'Elga. L'avantage du protège-poignet, c'est qu'il bloquait le signal géolocalisable, mais pas le lien Tama. Elga avait promis à Matteo de garder le contact avec lui. Il ne pourrait rien voir, mais il pourrait ressentir ses émotions et l'entendre. Il était dans sa chambre avec Quentin et Clara. « Qu'est-ce qui se passe ?» demandait Clara. Ils se sont enfuis avant que les droïdes arrivent. Racontait Matteo concentré. Elle a peur. Elle est nerveuse. La révolution des Dimitis éclatait aux quatre coins de Drasil. Beaucoup d'habitants, après avoir vu le message de Matteo, par le biais de leur Tama, rejoignirent les rangs des Dimitis. Les villes plongèrent une à une dans le noir. Coupure d'électricité, révolte contre les droïdes de sécurité, prise d'assaut des médias. Drasil était en feu. Simia et son groupe profitèrent de la panique pour passer à l'action. La pouponnière fut attaquée, et la sécurité, suffisamment désorientée et éparpillée, leur permirent de s'emparer de la particule. De son côté, Kilok et Elga rejoignaient un groupe en planque près du quartier des Hautes Sphères. « Kilok !» appela un homme qu'Elga avait déjà vu une fois chez ses parents. « On a trouvé un laboratoire non répertorié. Il était bien défendu, mais on a réussi à sécuriser les premiers étages. On y a trouvé ça, dit-il en lui tendant un document numérique. Kilok le lut, puis retourna son regard sur l'homme. Ils ont réussi à créer d'autres particules Tama, s'exclama-t-il incrédule. Et c'est pas tout. L'homme fit défiler les pages et afficha un schéma. Il semblerait qu'il se soit servi pour créer un portail qui mènerait vers le monde des Tama. Kilok se tourna vers sa fille. Il se peut que tu aies vu juste finalement, ma chérie. C'est peut-être bien un Drasilien que tu as vu le jour où ils ont essayé de tuer ton Tama. L'homme reprit. Tu peux voir que leurs particules sont serties sur l'arc qui sert de portail et lui donne l'énergie nécessaire pour fonctionner. Nos experts estiment que si on arrivait à lancer la particule Tama à travers ce portail, cela perturberait le flux énergétique et engendrerait une réaction thermonucléaire. Alors, c'est ce que nous devons faire. Lorsque Simia arriva avec la particule Tama, Kilok lui fit part de leur découverte. Ce serait le moyen de s'en débarrasser une bonne fois pour toutes. Acquiesça-t-elle. Puis se tournant vers sa fille. Comment ça va, ma chérie? Bien, maman. Je suis si fière de vous. Et nous de toi. Tiens, tu veux bien me tenir ça un instant? Lui demanda-t-elle en lui tendant la capsule contenant la particule Tama. Ouais. Dit-elle en la prenant avec une certaine forme de respect craintif. Simia s'en retourna vers son véhicule. Et c'est alors qu'une escouade de droïdes déferla sur eux, coupant leur groupe en deux. « Simia !» hurla Kilok. « Va-t'en !» lui hurla-t-elle en retour. « Protège Elga !» Puis les explosions éclatèrent de toutes parts. « Kilok, il faut y aller !» cria l'ami de son père. « Elga, suis-nous !» Ils partirent en courbant la tête vers le laboratoire où se trouvait le portail. Les autres Dimitis formèrent un barrage empêchant les droïdes de les poursuivre. J'ai peur pour maman. C'est une battante. Elle s'en sortira. Viens, c'est par là. Matteo continuait de raconter ce qu'il ressentait et entendait. Elga était prise dans cet effet tunnel, rendant flou, invisible ce qui l'environnait, ne laissant n'être que le bout du tunnel, c'est-à-dire son père qu'elle ne quittait pas des yeux.
Pour maintenir la panique à distance, elle parlait mentalement à Matteo. Elle essayait de tout lui dire, comme un reporter dans le feu de l'action. Cela lui procurait un sentiment de détachement analytique, cependant pas suffisant pour l'empêcher d'avoir peur. Les droïdes leur tiraient dessus. L'un des hommes, juste à la droite de son père, s'était effondré, tué dans le dos par un faisceau laser. C'était la première fois qu'elle voyait la mort d'aussi près. Elle était brutale, cruelle et irréversible. Elle la sentait s'approcher d'elle. Les impacts brûlants des rayons, les explosions, le feu, les cris, la mort. Matteo retranscrivait tout cela verbalement, comme il le pouvait. Il était pris par la tension, tout comme Quentin et Clara, qui s'étaient rapprochés de Quentin et lui serraient la main si fort qu'elle en devenait blanche. Soudain, Matteo s'était levé affolé. Ils sont pris au piège! Kilok venait de prendre le bras d'Elga pour franchir le seuil d'une porte avec elle, et il s'était retrouvé dans une pièce circulaire, sans autre issue que la porte qu'il venait de passer. Au milieu de cette pièce se trouvait le fameux portail. Il n'était plus que 6. Kilok prit conscience qu'il ne s'en sortirait pas. Il regarda sa fille et fit refluer le sentiment de fatalité qui l'enveloppait. « Peut-on activer le portail d'ici » demanda-t-il. « Je crois » répondit l'un des hommes en indiquant un pupitre de commande incrusté dans le mur. « Bien, activez-le » Les détonations des lasers résonnaient autour de la porte. Les Dimitis répliquaient, tentant de maintenir encore à distance leurs poursuivants. Mais ils se rapprochaient inexorablement. Le portail s'activa, répandant une lueur bleutée odieusement apaisante dans le fracas des explosions. Kilok prit Elga par les épaules et lui parla les yeux dans les yeux. « Donne-moi la capsule. Quand je te le dirai, tu sauteras dans le portail. » Mais Commença-t-elle pour contester. Kilok fut sec. « Elga !» Puis avec plus de douceur et de tristesse aussi. « Elga, ma chérie, nous n'avons pas le temps. Ton Tama est là-bas, il sait qui tu es, il pourra t'aider. Quand tu seras passé, je lancerai la particule Tama à travers. » Mais tout va exploser! Papa, non! Pleura-t-elle comprenant ce qui se tramait. Les yeux humides, Kilok fixait sa fille qu'il aimait tant. Les jeux sont faits. Dans quelques instants, ils vont entrer ici et tous nous tuer. Te savoir saine et sauve de l'autre côté rendra ma mort plus douce. Non! Papa, je t'en prie, viens avec moi! Son chagrin était insoutenable. Matteo en avait la gorge serrée, et il n'arrivait plus à parler. L'un des hommes près de la porte tomba, touché à la tête, et 2 bras de droïde apparurent dans l'encadrement. Kilok prit la particule et poussa Elga dans le portail. Avant qu'un milliard de traits lumineux ne la fasse disparaître, elle lut dans les yeux de son père tout l'amour qu'il avait pour elle. Matteo était parti en courant, Quentin et Clara sur ses talons. Elga avait franchi le portail. Il pouvait toujours la ressentir. C'était différent, plus proche en fait. « Mais qu'est-ce qu'il fait ?» cria Clara. « Où est-ce qu'il va ?» Je sais pas, mais faut le suivre. Cria à son tour Quentin. Elga se relevait étourdie. Elle tourna rapidement sur elle-même, vit le portail, des ordinateurs, une porte, et soudain le portail explosa, la projetant contre la porte qui s'ouvrit en grand sous le choc, la sauvant in extremis de la chaleur incandescente. Elle se releva groggy. Une alarme retentit, de l'eau se mit à tomber du plafond. Mais le feu était si intense que les murs s'embrasaient tout de même. Il fallait qu'elle sorte de là. Mais elle ne savait pas par où aller. Matteo la sentait en danger. Il sentait son désespoir, la peur, le chagrin. Elle était désorientée. Il courait avec ses amis dans les rues de la ville. Il l'entendit dans sa tête crier son nom. « Matteo! Matteo! Aide-moi! » Elga, j'arrive! Devant eux, un bâtiment en feu. Les pompiers arrivaient déjà sur place. Matteo ne s'arrêta pas et se précipita à l'intérieur du bâtiment en flammes. Quentin et Clara tentèrent de le retenir sans y parvenir. Quentin prit la main de Clara. « Tu crois qu'il va y arriver ?» Je l'espère. Reviens-nous vivant, Matteo. Elga montait les étages, poursuivie par les flammes et la fumée. Elle ne voyait rien. Mais elle sentait Matteo. Il était là, tout près. Elga! Matteo! Elle s'écroula et se mit à ramper. Matteo sentait l'urgence en lui, et la présence d'Elga plus forte que jamais.
La porte devant laquelle il se tenait était fermée à clé, mais sur le côté, il y avait une vitre donnant sur un bureau. Il revint en arrière, prit une chaise et retourna fracasser la vitre. De l'autre côté, le bureau était ouvert. Dans le couloir, Helga était presque inconsciente. Il la prit dans ses bras, lui fit franchir la vitre du bureau. Mais le feu était un animal vicieux qui aimait jouer avec ses victimes. Alors qu'ils se croyaient sortis d'affaire, le sol s'affaissa devant eux, et de grandes flammes remontèrent, grignotant les murs, le sol, le plafond. La chaleur était insoutenable. Ils se réfugièrent dans un coin près des grandes fenêtres derrière lesquelles brillaient les lumières rouges et bleues de la police et des pompiers en contrebas. Le feu se rapprochait. L'une des fenêtres alors explosa sous la chaleur. Matteo y tira Helga et fit signe de la main. La fumée les entourait. Elle était trop opaque. Personne ne les voyait. Mais un pompier qui scrutait le bâtiment vit une main appeler à l'aide. L'échelle fut déployée et Helga et Matteo furent sauvés. Quelques jours plus tard, ils se retrouvèrent tous chez Quentin, dont le père avait bien voulu héberger Helga. « Tiens, Lui dit Quentin en lui tendant une pochette. ce sont tes nouveaux papiers d'identité. T'es une vraie terrienne maintenant. » Elle le remercia, encore triste, et Matteo lui prit la main. Du coup, tu es coincé ici pour toujours? Demanda Clara. Elle haussa les épaules avec résignation. Mais du coup, on sait pas comment ça s'est fini là-bas. J'espère que vous avez gagné. Mais si jamais c'est pas le cas, il faut qu'on les empêche d'agir. Tu veux faire quoi? Depuis qu'on a envoyé le message, il a fait un gros buzz mais plus rien. Vraiment, les gens ils sont passés à autre chose. Je sais, en fait, il faut faire en sorte que ce qui est arrivé sur Drasil n'arrive pas ici. Tu veux dire se faire manipuler par les médias aux mains des grosses puissances? Railla Clara. On pourrait faire en sorte que les gens placent leur curseur ailleurs, qu'ils soient moins crédules et aveugles. J'ai quelques connaissances dans ce domaine. Je pourrais vous aider. Dit Helga. Matteo tendit sa main vers le centre du cercle qu'il formait. Devenons les nouveaux Dimitis. Notre nom de code, ce serait Tamagotchi. Les autres recouvrirent sa main. Pour placer le curseur ailleurs. Ils reprirent tous en chœur. Pour placer le curseur ailleurs. Chaque bout pleure, chaque odeur, chaque forme est un douleur. J'admire comme il transforme tous les espoirs en rêve, le savoir en brève, abondamment et à toute heure. On ferme les paupières et l'on s'endort. Bienvenue dans ce monde inversé. Même le miroir est truqué. Il suffit de peu de choses pour t'embrouiller. Un brin de peur et c'est gagné. Ne suis pas les règles, le jeu est pipé. Goûte ce verre de doute, bien tassé. Place ton curseur ailleurs, qu'au milieu des vapeurs. Toi tu peines ta peur, de l'effet d'un réveil un peu létal. Place ton curseur ailleurs, qu'au milieu des vapeurs. Toi tu peines ta peur, de l'effet d'un réveil un peu létal. Sur Drasil, les Dimitis avaient gagné. La particule Tama avait disparu, et avec elle les chaînes qui les avaient rendus esclaves du Tamago. C'était l'aube d'une nouvelle ère. Mais dans les contrées froides de Drasil, des hautes sphères avaient fui et trouvé refuge dans un complexe scientifique secret. Pourquoi sommes-nous venus jusqu'ici, monsieur, dans ce froid glacial? Parce que l'histoire est cyclique. Tôt ou tard,
nous retrouverons notre ascendant sur ce monde ici. Dit le haute sphère en ouvrant une mallette contenant une autre particule Tama. Ici, ou dans une autre dimension.